théorie là à l'intérieur et on ne voudrait pas vraiment s'attarder sur la théorie. Donc, à la fin, il y aura une série d'exercices que vous allez faire durant toute la semaine et que nous allons corriger samedi et dimanche. Donc, pour commencer, premièrement, un algorithme, c'est quoi? Un algorithme, c'est dans toute la situation que nous rencontrons dans notre vie, ce sont des problèmes. Et ces problèmes-là, normalement, ont le plus souvent une solution. Alors, ces solutions-là, si nous écrivons cette solution-là à un langage naturel un peu plus structuré, alors là, on dira qu'on a un algorithme. Par exemple, si vous avez soif et que dans l'environnement où vous trouvez, il n'y a pas de pluie, alors les conditions sont difficiles, vous allez essayer de trouver par quel moyen est-ce que vous pouvez avoir de l'eau. Et pour cela, vous allez monter des techniques, vous allez monter un ensemble d'actions qui vont se suivre les unes après les autres. On appelle ça séquencement. Et toutes ces actions-là, mises ensemble, vont produire une solution. Et ça, c'est un algorithme. Donc, un algorithme est une résolution d'un problème, mais écrit dans un langage naturel. Alors, quelle serait donc la différence qu'on peut avoir entre un algorithme, un programme informatique ou un logiciel? Alors, j'aimerais dire ici là que un algorithme et un programme informatique, c'est presque la même chose. Les deux résolvent un problème. Mais la seule différence, c'est que mon algorithme, je l'ai écrit dans un langage que tout le monde peut comprendre. Tandis que le programme a été écrit dans un langage de programmation qui est un langage proche de la machine, donc un langage que la machine peut comprendre. Donc, l'algorithme, en fait, c'est le programme, en fait, c'est mon algorithme que j'ai pris. J'ai juste traduit dans un langage. Ça peut être le Java, je peux le traduire en Java, je peux le traduire en Pascal, je peux le traduire en C. Je cherche un langage qui me convient, je le traduis dans ce langage de programmation-là et là, je donne ce qu'on appelle un programme. Maintenant, le logiciel, c'est quoi? Le logiciel, c'est toujours un programme. C'est sûr que quand on parle de logiciel, c'est déjà tout le package, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur du logiciel, il y a un programme en fait. Le logiciel, ça sera déjà un outil où on a un exécutable, on a une icône, on a tout ce qui va avec, mais le logiciel, le programme, c'est parfois on abuse du langage, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on a comme structure pour notre algorithme? Donc, ici, normalement, j'ai utilisé un langage que j'ai eu à créer. Tout le monde aurait pu utiliser, comme je dis, son propre langage. L'essentiel, c'est qu'on puisse se comprendre. Alors, normalement, la structure d'un algorithme, c'est celle-ci-là. On a premièrement déclaration ici. Le mot-clé déclaration. Donc, nous aurons toujours le mot-clé déclaration pour signifier que à l'intérieur de ce bloc-là, nous allons déclarer un ensemble de variables. Toutes nos variables qu'on va utiliser dans notre algorithme doivent être déclarées ici. Ensuite, nous avons le début pour signifier le début de notre algorithme. C'est dans ce bloc-là que nous aurons l'ensemble des instructions qui résolvent notre problème. Et on a enfin le mot-clé fin, suivi d'un point-virgule pour marquer la fin de notre programme. Alors, malgré que nous sommes en algorithmique ici, c'est important de toujours mettre les points-virgules à la fin d'une instruction. Parce que si vous n'êtes pas déjà habitué à aller faire un algorithmique ici, vous aurez beaucoup de difficultés en programmation. En oubliant les points-virgules, votre programme peut ne pas compiler. Donc, en gros, c'est un peu ça la structure d'un algorithme qui se rapproche beaucoup plus aussi de la structure d'un programme. Parce que nos programmes également auront une section de déclaration. Ensuite, dépendamment du langage de programmation que vous avez, vous pouvez avoir des langages de programmation qui n'ont pas forcément une zone de déclaration comme ça. Donc, ça va dépendre. Donc, après, nous allons voir les types de données que nous utilisons dans nos différents algorithmes. Premièrement, le type de données de base, ce sont des entiers.
Alors, on a par exemple 2, 9, moins 10, donc tous les entiers que nous connaissons. Les entiers, normalement, sont représentés différemment en fonction des machines. Ça va d'un certain minimum à un certain maximal. Donc, je n'ai pas pris les valeurs maximales ici, là, mais il y en a des valeurs limites qu'une machine peut représenter. Ensuite, nous avons le deuxième type que nous avons, ce sont les caractères. Alors, les caractères sont représentés ici. Vous pouvez voir les codes que nous avons ici. Alors, les caractères sont toujours... Oui, allô? Allô? Les caractères sont toujours représentés avec les codes. Ça peut être des simples codes, comme ça peut être de doubles codes, mais il faut les mettre dans les codes. Si vous ne les mettez pas dans les codes, en ce moment, ça peut être vu comme une variable. Après les caractères, nous avons le type réel. Le type réel qui est l'ensemble des nombres décimaux. Alors, il faudrait savoir qu'un nombre entier est un réel, tel qu'on l'a vu dans nos cours de mathématiques. Donc, tous les ensembles, tous les nombres qui se retrouvent dans la section entier ici, là, peuvent également faire partie des réels ici. Donc, le 2 que j'ai ici est également un réel. Le 2,3 est un réel. 4, moins 99, moins 820, 7,3 sont des réels. Et le dernier type, ça, ce sont les types primaires. Le dernier type primaire que nous avons, c'est vrai, ce sont les booléens. Un booléen retourne vrai ou faux. Donc, on a ces deux valeurs-là pour les booléens. Il n'y en a pas une autre valeur. Donc, si on vous demande quels sont les types retournés par un booléen, c'est soit vrai, c'est soit ou faux. Après les types primaires, donc, nous avons les types composés. Un type composé, c'est un type dans lequel on retrouve les types primaires que nous avons vus précédemment. Par exemple, si il faut définir un type pour une personne, quels seront les éléments qui rentrent dans la définition d'une personne? Une personne est par exemple définie par son âge, par son nom ou par son prénom. Alors, âge ici est un entier, bien évidemment. Donc là, je vais mettre 2 points. Le type de cette variable. Nom est également un caractère et prénom est également un caractère. Bon, un type composé comme ça, si je veux accéder aux éléments d'un type composé, ce que je dois faire, c'est je précise le type, la variable de ce type-là, point le paramètre que j'aimerais accéder. Donc, à chaque fois, si par exemple, je définis une variable T de type personne, alors pour accéder aux éléments de personne, je dois faire T.H, T.prénom, T.nom. Je ne sais pas si vous me comprenez là. Je vais prendre un exemple. Si je vais sortir d'ici et par exemple, on a notre type personne. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui. OK. On a notre type personne qui a été définie de cette manière. Je vais changer mon clavier pour anglais. On a notre type personne qui a été défini comme ça. On a l'âge entier. On a le nom qui est un caractère et on a le prénom. Un caractère. Et là, c'est le type. Il ne faut pas confondre un type et une donnée. Un type, c'est juste une manière de définir le comportement ou la structure d'un élément, d'une chose. Donc ici, là, c'est un type. Parce que dans les exercices que j'ai eu à donner, j'ai demandé à ce que vous définissez un type. Il y a par exemple quelqu'un qui a fait ceci. Je prends juste l'exemple de personne. Et qui a fait peut-être âge, a mis âge et a mis 12. Ça, c'est pas correct parce que ça, c'est pas une définition d'un type. Et là, vous êtes en train de mettre une variable h et de lui donner, ça, c'est même pas une assignation, et de mettre 12 ici. 12 représente quoi? Ici, on s'attend à voir le type de cet attribut-là.
Donc, quand j'ai un type composé, je liste les différents attributs qui composent ce type-là, suivi du type de l'attribut et non d'une valeur entière. Maintenant, si je vous demandais de me donner un exemple de personne, de me définir un exemple de personne, en ce moment, vous pourrez faire personne En ce moment, vous pouvez faire un truc comme ça, personne. Pardon. Je vais déclarer plutôt une variable que je vais appeler P de type personne. Et après, vous pouvez faire P.H reçoit 12, P.nom reçoit, disons, Toto, P.prénom reçoit point virgule. Donc, un truc comme ça, voilà comment vous pouvez accéder aux variables, aux attributs d'un type composé. En même temps, si on vous demande un exemple, vous pouvez juste prendre ça, copier et mettre 12 ici. Auto. Donc, ça, c'est un exemple, mais ça ne représente pas la définition d'un type. Quand on vous demande de déclarer un type, il faut vraiment, on veut juste voir les types des différents attributs. Les types des différents attributs, comme vous voyez ici, ça c'est des types entiers, ça c'est des types caractères, ça c'est des types caractères. Donc, il y avait ambiguïté à ce niveau-là. Je voulais apporter des éclaircissements par rapport à cela. Donc, nous allons revenir dans notre présentation. Le type composé. Ensuite, après les types composés, nous avons les types d'opérations que nous pouvons effectuer. Le premier type que nous connaissons tous, c'est les arithmétiques, les opérations arithmétiques, telles que l'addition, la soustraction, la division, la multiplication. Alors, tout le monde connaît ces opérations-là. Ensuite, nous avons les opérations logiques, c'est-à-dire que ce sont les opérations qui vont toujours retourner vrai ou faux. Par exemple, si je dis que 1, je pense que dans l'un des cours, je l'ai très bien expliqué. Par exemple, 1 égale à 1. Ça, c'est une opération qui va retourner un booléen. Est-ce que 1, vu qu'on ça, ce caractère, on va le voir plus tard. Est-ce que 1 égale à 1? Vrai. 1 égale à 1. Donc, cette opération-ci va nous retourner un résultat vrai. Est-ce que 1 égale 0? Non. Ça va nous retourner faux. Alors, on peut faire des opérations comme ça, là, qui vont nous retourner vrai ou faux. Et en même temps, on peut également faire des opérations sur des booléens. Par exemple, vrai et vrai. Qu'est-ce que ça retourne? Ça nous retourne vrai. Ça, ce sont des opérations que nous avons vues en logique, en mathématiques. Qu'un vrai et un vrai, forcément, quand je prends un vrai, j'associe un autre vrai, le résultat ne peut qu'être vrai. Alors, toute combinaison d'un vrai avec un faux, le résultat ne peut qu'être un faux. Ça, c'est logique, là. On connaît déjà ça. Donc, ce sont des... Pardon? On ne voit pas ce que vous êtes en train d'écrire là. Je vois votre souris, mais vous ne voyez pas mon écran? Non, non, non. Mais je vois plutôt le diapo que vous avez présenté. Oh non, non, non. Vous devez voir mon écran. Attendez, je vais partager à nouveau. Stop sharing, share it. Voilà. Ok, là c'est correct maintenant. Donc, je suis en train de dire un vrai et un vrai retourne toujours vrai. Un vrai et un faux retournera toujours faux. Ce sont des opérations qu'on connaît depuis en mathématiques. Donc, vous devez déjà savoir ça. C'est très important de connaître vraiment ça parce que ces logiques, si vous allez beaucoup les utiliser quand vous allez programmer.
beaucoup. Donc, il faudrait déjà connaître à chaque fois que vous aurez un vrai, un faux et vous aurez comme résultat faux. Et maintenant, concernant le ou, à chaque fois que vous aurez un vrai ou un faux, le résultat sera toujours vrai. Parce qu'on est en train de dire ici, soit vous avez un vrai ou alors vous avez un faux, forcément vous avez un vrai. On dit que si l'un des deux est vrai, alors c'est vrai. Pareil pour un faux ou un vrai. À chaque fois que j'ai un ou et qu'à l'intérieur il y a un vrai, alors mon résultat forcément donner un vrai. Donc ces opérations logiques-là, vous devez vraiment les maîtriser. Et si quelqu'un a des préoccupations par rapport à cela, c'est mieux de me laisser savoir. Je prendrai plus de temps pour vous expliquer cela. Donc, je vais revenir au niveau de ma diapo. Donc, c'est ça les opérations logiques. Ensuite, nous avons les opérations modulo. L'opération modulo nous retourne le reste de la division entière d'un nombre. C'est-à-dire quoi? Lorsque, par exemple, je divise 10 divisé par 3, quand on dit le reste de la division entière, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire la division jusqu'au décimal. Dès qu'on trouve le nombre entier, le reste de la division là, c'est ce reste-là que le modulo nous retourne. Donc, en faisant 10 modulo 3, le reste me donne 1. L'autre opération que nous avons, c'est l'opération div. L'opération div, quant à elle, elle va me retourner la valeur entière d'une division. C'est-à-dire, lorsque je fais 10 d'une division entière, à préciser, d'une division entière, lorsque je fais 10 divisé par div 3, la valeur entière de cette division me donne 3. Ensuite, nous avons les types d'opérations pour faire des comparaisons. Alors, tel que je montrais tout à l'heure, l'opération d'égalité. Ici, là, il y a une erreur. L'opération d'égalité, c'est cette opération-ci. Voici l'opération d'égalité. Et l'opération juste égale comme ça, c'est une opération d'affectation. Donc, ceci, c'est l'égalité, c'est l'affectation. Si je veux tester que deux nombres ou bien deux valeurs sont égales, j'utilise cet opérateur-ci là. L'opérateur de différence, c'est celui-ci. Ensuite, nous avons les supériorités, infériorités. Ça, c'est supérieur ou égal. C'est-à-dire que non seulement la valeur A doit être supérieure ou égale à la valeur B. S'il y a égalité, ici, ça c'est le strict inférieur, strictement inférieur ou strictement supérieur. Par exemple, est-ce que 10 est strictement supérieur à 3? Le résultat va nous retourner un vrai. Alors, les opérations de type comparaison retourneront toujours un booléen tel que je vous ai dit. Ça retournera toujours un booléen. La concaténation est utilisée pour concaténer deux chaînes. On utilise l'opérateur plus pour faire cela. Par exemple, bon, concaténer avec jour va nous donner comme résultat bonjour. Les opérations d'entrée et sortie. Alors, l'opération de lecture. Pour l'opération de lecture, on utilise cette syntaxe lit et ensuite X, la variable qui va contenir le résultat. Alors, qu'est-ce qu'une opération de lecture fait concrètement? Lorsque j'utilise l'opération de lecture, quand j'utilise lit et je mets une variable à l'intérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en train de dire l'instruction si dans un algorithme est en train de dire à l'utilisateur d'entrer de taper quelque chose à partir du clavier. Donc, directement, on retourne le prompt à l'utilisateur pour qu'il puisse utiliser le clavier.
Alors, l'utilisateur va utiliser le clavier et il va entrer une valeur. Ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être n'importe quoi. Il va entrer 23. La valeur 23 qu'il a entrée là sera retournée dans la variable x. Donc, après avoir fait cela, x aura la valeur, à x, on va associer la valeur 23. Excusez-moi. Donc, à x, on va associer la valeur, 23. Donc, si je fais une autre opération lit x, y, z, je suis en train de demander d'attendre que l'utilisateur entre 3 valeurs. L'utilisateur va entrer, par exemple, 2, 5 et 80. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que x aura la valeur 2, y aura la valeur 5 et z aura la valeur 80. Donc, c'est ce que l'opération de lecture fait en fait. On attend un résultat venant du clavier et ces résultats-là seront associés aux variables que nous avons mis comme paramètres dans la fonction de lecture. Donc, si dans un algorithme, on vous demande d'écrire un algorithme qui prend en lecture 2 entiers, par exemple, écrire un algo qui prend en entrée 2 valeurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut savoir décoder. Qui prend en entrée 2 valeurs. Le entrée, cela veut dire l'opération lecture. Ça veut dire qu'il y a une lecture à faire. Quand on parle d'entrée, il y a une lecture à faire à partir du clavier. Donc, ça veut dire que dans mon algorithme, j'aurai déjà une opération de lecture à faire. Et ensuite, on me parle de 2 valeurs. 2 valeurs, ça veut dire qu'il me faut forcément déclarer 2 variables qui vont contenir ces 2 valeurs qu'on attend de moi. Donc, forcément, j'aurai une lecture, exemple, lecture x, y. Je peux faire une lecture d'un seul coup comme ça, comme je peux faire 2 lectures. Je demande d'abord je fais d'abord une lecture de x et ensuite je fais une lecture de y. Tous ces syntaxes-là sont corrects. D'accord? Donc, ça, c'est à peu près comme ça que fonctionne l'opération de lecture. Donc, après la lecture, ça, c'est l'opération d'entrée-sortie. Après la lecture, nous avons l'opération de sortie qui est l'écriture. L'écriture, quant à elle, c'est une instruction qui permet d'afficher soit une chaîne de caractères à l'écran, soit le résultat d'un calcul à l'écran. Alors, l'opération d'écriture utilise beaucoup la concaténation. Parce que le plus souvent, on va afficher une chaîne de caractères et on va afficher soit le contenu d'une variable. C'est la raison pour laquelle on a un plus ici pour afficher le contenu de la variable. Donc, je reviens ici au niveau de mon test. Si je fais écrire, je suis en train d'afficher à l'écran x. Disons qu'au départ, ça peut être la valeur 10. Ensuite, je fais écrire x. Ça va afficher 10 à l'écran. Si je fais ceci, ça m'affiche. Je suis en train de dire, affiche-moi le contenu de la variable x à l'écran. Ça va m'afficher 10. Maintenant, si je fais écrire, je mets les côtes x. Ici, va m'afficher quoi à l'écran? Ça va m'afficher x parce que quand vous êtes en train de faire ceci, vous mettez les côtes. On a dit tout ce qui est entre les côtes ici, là, ce sont des chaînes de caractères. Et si on veut afficher une chaîne de caractères, dès que vous mettez un truc en caractère, l'ordinateur reconnaît ça comme étant une chaîne de caractères. Donc, elle va seulement afficher x. C'est ce que l'ordinateur va faire.
Donc, il ne faut pas confondre si vous voulez afficher le contenu d'une variable et si vous voulez afficher une chaîne de caractères. Ce n'est pas à confondre. Le contenu d'une variable, vous mettez la variable comme ceci. Maintenant, comme je vous disais, pardon? Allô? Oui. Allô? Je peux vous couper, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Au fait, je suis dans le pays de la ponctualité et tout. Je dois devoir partir. Oui, attendez voir. C'est qui d'abord? C'est Fallon. Ah oui, Fallon. OK. Pas de problème. OK, je profite aussi pour me présenter. La connexion est un peu bizarre, mais bon. OK. Je suis Fallon, je suis en Allemagne et j'ai étudié ici en construction mécanique. OK. Actuellement, je suis chômeuse, quoi. OK, désolé Fallon. C'est vrai que le meeting ça devrait commencer un peu plus tôt, mais je pense que c'était prévu pour 2 heures. Hein. Oui, de 11h à 13h, Oui. en fait. Oui. Et en passant, l'heure, c'est l'heure canadienne ou camerounaise, ou je ne sais pas. Ah, c'est l'heure camerounaise, c'est l'heure camerounaise. OK, ça veut dire la prochaine fois, je dois me préparer à 12h. Toi, tu n'as pas la même heure qu'au Cameroun, c'est ça? Non, je suis en Allemagne. Ah, OK, c'est vrai. Oh, sorry. Pas de problème. Donc tu vas suivre, tu vas continuer. Je pense qu'on va partager la vidéo. OK. Ça me fera vraiment plaisir et tout. Oh, oui, on va la partager, pas de problème. OK. Donc, alors. Oui, samedi, c'est à samedi alors. À 17h, en fait. Pour moi, 16h l'heure du Cameroun. Je pense que je vais redéfinir pour tout le monde en fonction des fuseaux de tout le monde. Il faudrait que je mette, pour chaque fuseau, je mette vraiment les plages. OK. OK. Merci encore et tout. OK, bienvenue. Donc, on va continuer. On va continuer. Je m'étais arrêtée ici. Donc, je pense qu'on comprend ici l'ambiguïté qu'il y a entre ces deux opérations-là. Si maintenant je vais faire une écriture, je vais afficher, par exemple, le résultat est, je vais afficher ceci à l'écran. Donc, je mets ça dans une chaîne de caractères. Ensuite, si je veux afficher le contenu d'une variable, je dois faire une concaténation et mettre le nom de la variable suivi de point virgule. Donc, ainsi, ça va m'afficher à l'écran le contenu, le résultat est 10. Donc, si je mets 2 points ici, ça va me donner le résultat est 2.10. Voilà donc ce que ça retourne, la fonction d'écriture retourne. Donc là, je vais passer... Okay, je vais passer à la suite. Après l'opération d'écriture, j'ai l'opération d'affectation. Alors, comme je vous ai dit, j'ai eu à montrer tout à l'heure. Je vais essayer de sortir d'ici. L'opération d'affectation, on utilise pour l'opération d'affectation le égal, à ne pas confondre avec l'opérateur d'égalité. Donc, si je vais faire une affectation, c'est quoi? Une affectation, c'est l'opération qui permet de donner une valeur à une variable. Par exemple, si je déclare une variable x, et que je vous demande de faire une affectation d'une valeur à cette variable-là, vous devez faire x reçoit la valeur en question. Par exemple, affecter 40 à x, c'est faire cette instruction. X reçoit 40. Si je demande de déclarer une variable y et d'affecter moins 5 à y, je fais ceci var y, bon, de type entier. Ensuite, y reçoit moins 20. Donc, ça, c'est l'opération. Ceci est l'opération d'affectation. On va continuer notre présentation.
Donc, qu'est-ce qu'une instruction en informatique? Une instruction, donc, quand à chaque fois vous allez entendre parler d'instruction, on est en train de vouloir faire référence à l'opération de lecture que nous avons vue, l'opération d'écriture, l'affectation, la déclaration, les boucles, les comparaisons, les opérations arithmétiques. Donc, tout ce que nous avons vu là, on appelle ça instruction. Je vais prendre... je ne sais pas ce qui s'est passé. Maintenant, je n'arrive plus à changer facilement mon écran. Je vais par exemple prendre une déclaration. Si je déclare une variable y, là, je viens de faire une instruction. Une instruction, c'est quoi? Vous êtes en une instruction, comme le nom le dit, vous êtes en train de donner une instruction à l'ordinateur d'exécuter une tâche. Donc, en faisant var x entier, je suis en train de donner une instruction à l'ordinateur. Ceci-là, c'est une manière de dire à l'ordinateur, va en mémoire de l'ordinateur, réserve-moi un espace pour cette variable. Parce que quand vous déclarez une variable, elle est supposée contenir une donnée. Et une donnée a une certaine taille. Donc, à chaque fois que vous faites une instruction, vous êtes en train de demander à l'ordinateur d'exécuter quelque chose. Ensuite, si je fais X, si je fais Y reçoit 10, ça également, c'est une instruction. Donc, la déclaration, l'affectation, la comparaison, la lecture, toutes ces opérations sont ce qu'on appelle en informatique une instruction. Tout ça a pour rôle de demander à l'ordinateur d'exécuter une tâche. Donc, c'est ça les instructions. Après les instructions, donc, nous allons voir, depuis là, nous parlons de variables. Nous allons vraiment comprendre c'est quoi une variable. Alors, une variable, c'est une structure de données qui permet, en fait, la sauvegarde de l'information. Lorsque je déclare une variable, je suis en train de vouloir sauvegarder une donnée à l'intérieur. C'est pour ça qu'on parle de stockage de données. Et la variable, c'est la plus petite unité de stockage de données qu'on a dans un ordinateur. Maintenant, pour déclarer une variable, on doit trouver des noms à ces variables-là. Vous pouvez donner le nom que vous voulez, mais pour vous que la variable soit parlante, que la variable ait quelque chose de commun avec ce que vous êtes en train de stocker à l'intérieur. Si la variable est en train de stocker un résultat, vous l'appelez résultat. Si la variable est en train de stocker la somme de deux nombres, vous pouvez l'appeler somme. Alors, dans la nomenclature d'une variable, il y a une syntaxe à respecter. Vous ne pouvez pas donner un nom de variable à une variable qui commence par des chiffres. Ça, ce n'est pas autorisé. Également, dans les noms de variables, vous ne pouvez pas également utiliser des caractères spéciaux comme par exemple le « et » commercial, les points d'interrogation, tous les caractères spéciaux comme ces caractères-ci là aussi, vous ne devrez pas les utiliser dans les noms de vos variables. Dans les noms de variables, donc respecte cette logique-là. Est-ce que je peux il y a quelqu'un qui a une question? Pour déclarer une variable, on utilise donc la syntaxe suivante. On utilise le mot-clé var. On aura toujours le mot-clé var pour signifier que là, je suis en train de déclarer une variable. Ensuite, nous avons is qui est le nom de la variable, suivi de entier qui est le type de la variable. Et ensuite, nous pouvons faire une affectation. Alors, la déclaration d'une variable, on n'est pas obligé de faire directement une affectation. On peut faire l'affectation après, comme on peut faire l'affectation directement. Donc, ici également, nous avons une variable qui a été déclarée, qui est de type booléen. Le nom de ma variable, c'est est active, booléen, et ça comme valeur par défaut vrai. Une autre variable car,
qui est de type caractère, qui a pour valeur totaux. Alors, je voudrais revenir sur quelque chose dans la déclaration. Comme je disais, vous pouvez déclarer, premièrement, je peux déclarer une variable. Je nomme ma variable X, je donne son type, c'est de type entier, et je fais un point virgule. Là, j'ai juste fait une déclaration de variable. Mais comme je vous ai dit, je peux faire la déclaration et l'affectation et l'initialisation en même temps. Je peux faire var X entier reçoit 10. Donc, ça, c'est une déclaration avec affectation. Et ça, ici, c'est juste une déclaration. Les deux écritures sont correctes. Donc, ici, je fais juste ma déclaration. Mais après, je pourrais faire l'affectation bien plus tard. Comme ici, je peux faire ça en un seul coup. Donc, ça, c'est la petite précision que je voulais apporter. Et également, je voudrais dire que lorsque vous déclarez dans votre algorithme, lorsque vous déclarez une variable type X entier, plus tard dans votre algorithme, vous ne pouvez plus déclarer la variable X, peu importe si que ce soit avec le même type, peu importe que ce soit avec un autre type. C'est une variable se déclare une et une seule fois. Donc, si vous la déclarez deux fois, le compilateur ne va pas compiler. Donc, ça, c'est la petite nuance que je voulais apporter par rapport à la déclaration de variable. Maintenant, ici, on voit qu'on peut déclarer des booléens, comme je vous ai dit aussi, peu importe le type, vous pouvez déclarer. Si je reviens sur notre type que nous avons eu à créer, le type personne, var personne. Non, ça, c'est pas var, ça, c'est la déclaration. Premièrement, pour déclarer un type, on met type, personne reçoit. Là, on avait âge. Bon, pour le moment, je vais juste mettre âge et nom. Caractère. Ça, c'est un type que je viens de créer. Maintenant, si je veux déclarer une variable de ce type composé là, je vais faire var P. Maintenant, j'ai dit que la déclaration d'un type, c'est quoi? C'est le mot-clé var, ensuite le nom de votre variable et ensuite le type. Donc ici, mon type, ce n'est plus un type simple comme on a l'habitude de voir entier ou bien réel. Non, ici, c'est un type composé. Donc, je mets mon type composé. Là, je suis en train de dire que ma variable P est de ce type-ci là. Ça veut dire que P va contenir en fait un attribut âge et un attribut nom. Maintenant, si je veux faire une déclaration avec initialisation, donc si je veux faire d'abord une déclaration simple et ensuite faire des initialisations, je vais faire P.âge va recevoir 12, P.nom va recevoir totaux. Donc, ça, c'est une déclaration d'une variable de type composé avec une affectation bien plus tard. Si je veux faire une déclaration avec une affectation directe, je vais faire comme ça. P est de type personne et ce que je vais faire par la suite, je vais une fois faire l'initialisation de cette manière. Âge, 2 points, va recevoir 12. Nom, 2 points, sera totaux. Donc, voilà un peu comment on manipule les différents types et on peut déclarer une variable de ce type-là. Là, je vais revenir au niveau de ma présentation. Les constantes. Les constantes sont également des structures qui permettent la sauvegarde des données, la sauvegarde de petites informations, tout comme des variables. Mais la différence avec les constantes, c'est que une fois qu'une constante est déclarée et initialisée, on ne peut plus faire une autre initialisation, on ne peut plus faire une autre affectation de valeur à cette constante que vous allez déclarer là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je reviens dans mon programme ici, je déclare une constante
pour déclarer une constante, on utilise le mot-clé quand. Je déclare une constante, je l'affecte la valeur. Ça veut dire que cette constante, comme son nom le dit, ça reste constant. Durant toute l'exécution de mon algorithme, je n'aurai pas à changer la valeur de cette variable-là. Si plus tard, vous faites un puis reçoit une autre valeur, je ne sais pas, 5,2, ça va planter parce que vous n'êtes pas autorisé à modifier, à affecter une valeur à une constante une fois qu'elle a été déclarée et initialisée. Donc, c'est un peu la nuance qui existe entre une variable et une constante. Stockage des données, les tableaux. Alors, les tableaux, vraiment, ça, c'est quelque chose que vous allez beaucoup manipuler, surtout en Oracle, parce qu'on utilise beaucoup les tableaux là. Et donc, je vais un peu beaucoup m'attarder ici là. Donc, les tableaux, en fait, ce sont maintenant des structures de données aussi qui permettent de sauvegarder des données, mais plusieurs informations. Nous tous, nous savons déjà c'est vraiment quoi un tableau. Donc, c'est un ensemble de cellules et dans chaque cellule, on met une valeur. Alors, la déclaration d'un tableau se passe comment? Premièrement, le mot-clé var. Ensuite, j'ai le nom de mon tableau. Le nom du tableau, ça suit la même problématique que le nom d'une variable. Vous ne pouvez pas commencer le nom de votre tableau avec des chiffres et ça ne doit pas aussi contenir des caractères spéciaux. Donc, donnez le nom qui vous convient. Ensuite, nous avons le mot-clé tableau et entre les crochets comme ça, nous avons le nombre de valeurs que doivent contenir ce tableau-là, suivi maintenant du type de données que doit contenir le tableau. Alors, un tableau ne peut pas contenir, si vous déclarez qu'il contient des entiers et après vous mettez des caractères dedans, ça ne marche pas. Donc, ça contient des données de même type. Au départ, si vous avez déclaré que ce sont des entiers, ça va uniquement contenir des entiers. Si ce sont des caractères, ça va contenir uniquement des caractères. Et la taille est définie en avance. Vous devez connaître la taille. Est-ce que ça va contenir 10 valeurs, 20 valeurs? Donc, la taille également doit être connue. Après, dans les tableaux, ça, ce sont des tableaux unidimensions, c'est-à-dire on a une seule dimension pour ce tableau-là. Ensuite, nous avons les tableaux multidimensions, c'est-à-dire les matrices dans laquelle nous avons des colonnes, une ligne et une colonne. La première dimension ici, là, ça représente les lignes. Et ici, là, ça représente des colonnes. Donc, en ce qui concerne, si je veux un peu terminer par un petit exercice sur les tableaux. Si on vous demande de déclarer un tableau qui va contenir 10 caractères, vous allez faire var. Vous pouvez appeler ça, moi je vais appeler ça chaîne. Ensuite, je mets le mot-clé tableau et je mets mes crochets 20 de caractères. Là, je viens de déclarer un tableau qui va contenir 10 caractères. Si on vous demande de déclarer une matrice, pareil, vous allez faire var. Vous allez appeler, j'appelle ça mat, tableau, une matrice de 2 lignes et de 3 colonnes de réel. Donc, voilà comment je fais dans ma déclaration des valeurs pour le tableau. Maintenant, comment est-ce que je manipule ces valeurs-là? Il faut savoir que quand je fais un tableau comme ça, je suis en train de vouloir... Il y a un outil que je voulais utiliser ici pour dessiner. Mais finalement, je pense que je vais un peu essayer d'aller le retrouver, cet outil-là. Bon, ça va. Je pense que je vais utiliser Pen. Même comme ce n'est pas le meilleur outil au monde. Donc, par exemple,
Si j'ai un tableau de, disons, 5 éléments, ça veut dire que j'aurai 5 cellules. Comment ça se passe? Ça va dépendre des langages de programmation. Donc ça, c'est un tableau avec 5 cellules, avec 5 éléments. Le premier élément ici est indexé avec un index. L'index va commencer avec la valeur 0. Ensuite, suivi de 1 pour la deuxième case, 2 pour la troisième, 3 et 4. L'index nous permet en fait de faire quoi? Nous permet d'indexer chacune des cellules que nous avons ici, là. Chacune des cellules. Alors, si je veux indexer, par exemple, la cellule numéro 3, la cellule numéro 3, c'est cette cellule-ci. Ça veut dire que je dois utiliser le nom de mon tableau suivi de l'index de la cellule qui est 2. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je suis en train de dire là. Ça va dépendre des langages. Il y a des langages qui commencent leur index avec 1. Mais ici, pour nous, dans notre cas, nous allons supposer que nous commençons par 0. Donc, pour accéder, je vais revenir. Pour accéder aux éléments de ce tableau-ci là, pour accéder aux éléments de ce tableau-là, si je vous demande d'accéder, de me retourner la valeur à la troisième position, vous allez faire tab 2. Ça me retourne la valeur qu'il y a dans la deuxième cellule. Donc, je vais revenir dans ma cellule. Si dans ma cellule ici, ma première cellule, je mets 10. Ensuite, je mets 5 ici. Ici, je mets, par exemple, 33. C'est décrit avec ça. Donc, tab de 2 va me retourner 33. Quand je fais tab de 2, c'est que ça affiche ça contient 33. D'accord? Maintenant, si je demande d'initialiser ce tableau, vous allez faire tab, essayer de donner à chacune des cellules une valeur. Je vais mettre à tab de 0 la valeur 12, tab de 1, je vais mettre la valeur 33, point virgule, table de 2, je vais mettre la valeur 40, table de 3, je vais mettre la valeur 50, ainsi de suite. Donc, voilà comment vous allez affecter les valeurs aux cellules d'un tableau et voilà comment vous allez lire la valeur d'une cellule. Donc, pour lire la valeur d'une cellule, le nom du tableau, entre parenthèses, l'index de la cellule que vous voulez lire. Si vous voulez modifier la valeur d'une cellule, le nom du tableau, entre crochets, l'index de la cellule que vous voulez modifier et vous affectez la valeur. Donc, ça, c'est pour la manipulation des tableaux unidimensionnels. En ce qui concerne les matrices, une matrice, s'il faut dessiner une matrice de 2 lignes, 3 colonnes, je vais faire la même chose. Je dessine premièrement mes lignes et ensuite 3 colonnes. C'est pas évident de dessiner avec ça. Donc, voici dans une matrice. Là, j'ai fait une matrice 3 lignes. Bon, laissons une matrice 3 lignes, 3 colonnes. Alors, on a toujours l'index 0 pour représenter les colonnes. 1, 2. Et on a aussi toujours l'index 0 pour représenter les lignes. Donc, ça, c'est la ligne 0. Ça, c'est la ligne 1. Ça, c'est la ligne 2. Index 2. On a 3 lignes, mais je commence par 0. Donc, la cellule-ci
dans laquelle je suis ici, je vais mettre la valeur 10. Et pour indexer cette cellule-ci, je mets le nom de ma matrice 0, 0, c'est-à-dire que l'index 0 en ligne et l'index 0 en colonne me retourne ma matrice. Pareil ici, l'index 0 en ligne, l'index 1 en colonne me retourne cette valeur. Je vais mettre par exemple 20 ici. Donc, si je reviens ici, je demande que matrice de 0, 0 me retourne quoi? Matrice 0, ça c'est 0, 0, ça me retourne 10. Donc, ça va me retourner 10. Si je fais matrice de 0, 1, ça va me retourner 20. Et maintenant, ça c'est pour accéder aux cellules. Maintenant, pour modifier les cellules, c'est la même chose. Le nom de ma matrice, le nom de la cellule, l'indice de la cellule sur la ligne, l'indice de la cellule sur la colonne. Et j'affecte la valeur que je veux affecter. Donc, ça, c'est pour la manipulation. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à ce niveau? OK, c'est bon. S'il n'y a pas de questions, on continue. La complexité pour l'accès aux informations d'un tableau. Alors, pour accéder aux informations d'un tableau, c'est très simple. Vous voyez, comme tout à l'heure, j'ai accédé aux informations d'un tableau. Je mettais juste tab, directement l'index de l'élément que je veux accéder. Cette opération-ci, ça ne coûte rien, ça coûte, on va appeler ça complexité 1 à l'ordinateur parce que je m'en vais d'un seul coup et j'accède à la valeur du tableau, à la valeur de la variable. Donc, c'est cela qu'ici, quand on dit pour accéder à la valeur, d'un élément, ça prend la complexité 1. Maintenant, pour faire la recherche dans un tableau unidimensionnel, pour faire la recherche, si le tableau a n valeurs, est de taille n, pour chercher un élément dans ce tableau-là, vous devez parcourir les n éléments. C'est-à-dire, dans le pire des cas, si mon élément, par exemple, se retrouve, si j'ai un tableau de taille n, et que mon élément se retrouve à la dernière position de mon tableau. Ça, c'est par exemple à la dernière position de mon tableau. Je serai en train de parcourir tous les éléments du tableau pour pouvoir retrouver. Donc, je vais parcourir n éléments. N. Donc, pour faire la recherche et trouver l'élément là, dans le pire des cas, je vais faire n. C'est pour cela qu'on dit que la recherche d'un élément dans un tableau nous donne une complexité de n. Et maintenant, pour un tableau, pour une matrice, ça va nous donner n fois m, c'est-à-dire le nombre de lignes. Si dans le cas d'une matrice, je vais parcourir n colonnes, n lignes si le dernier élément, si l'élément recherché se trouve à la dernière position ici. Normalement, la complexité, ce n'est pas quelque chose que je voulais trop passer du temps dessus. C'était juste pour vous briefer, vous donner une petite idée sur la complexité en ce qui concerne la manipulation d'un tableau, le temps que ça va prendre à un ordinateur de pouvoir faire ces opérations de recherche dans un tableau. Donc, plus le tableau a beaucoup d'éléments, si vous avez un tableau de 100 éléments, de 1000 éléments, ça va demander un peu plus de temps à l'ordinateur de faire une opération de recherche à l'intérieur. Après les tableaux, nous avons ce qu'on appelle les listes. Les listes, ce sont une autre structure d'information, de données qui permettent de sauvegarder l'information. À la différence d'un tableau, les listes, on ne connaît pas la taille d'une liste. Donc, ce sont des structures de données dynamiques. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle information à rajouter, on va créer comme un emplacement mémoire
sauvegarder cette information-là et la raccoler à la liste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au départ, on a, par exemple, vous allez déclarer votre liste, elle sera vide au départ. Après, premièrement, vous allez stocker une première information dans votre liste. Vous allez mettre l'information. On a une seule cellule. Après, si vous avez besoin de mettre une autre information, l'ordinateur va créer une autre cellule. Elle va stocker l'information, mais ensuite, on va relier ces deux cellules-là. Ensuite, vous allez créer un troisième élément. On va créer un emplacement mémoire pour ça. Et cet emplacement, une fois créé, on va stocker une valeur. Et cette cellule-là sera ensuite raccordée avec le reste de la liste, ainsi de suite. Donc, une liste vraiment est dynamique. On ne connaît pas sa taille. Elle est bâtie au fur et à mesure. Je ne voulais pas insister avec vous sur les listes ici, là. Je vais juste vous briefer un peu sur comment les listes fonctionnent. Alors, une liste, c'est quoi? Une liste est constituée normalement en informatique d'une donnée. On a une donnée et on a une case qui est un pointeur qu'on va appeler, un pointeur est une adresse mémoire. C'est-à-dire que c'est une cellule en fait constituée d'une donnée et d'un pointeur. Quand je parle de liste, j'ai ceci comme information. J'ai une cellule divisée en deux. Cette partie-ci, c'est la partie qui va contenir la donnée et cette partie-ci, c'est la partie qui va contenir l'adresse qu'on appelle pointeur, qui va pointer sur la prochaine cellule qu'on va pouvoir créer. Donc, il faut retenir que pour une liste, j'ai donc une donnée, une cellule est constituée d'une donnée et d'un pointeur. Maintenant, comment se fait la déclaration d'une liste? Pour déclarer une liste, premièrement, vous allez déclarer le type de la cellule, comme je vous ai dit. Donc, type, le nom de la cellule, égale structure. Vous avez info. Info, c'est ce que je parlais tout à l'heure. C'est la donnée que vous allez mettre ici. C'est ça qu'on appelle info. Suivi maintenant de suivant. Suivant qui est le pointeur qui va pointer sur la cellule suivante. Donc, voilà la structure d'une liste. Une fois que vous avez défini le type de la liste, vous allez déclarer donc maintenant une variable qui va pointer sur la liste. Par exemple, je déclare la variable P qui est de type liste. Maintenant, pour faire créer à chaque fois une nouvelle cellule, vous allez utiliser le mot-clé nouveau P. Quand je fais nouveau P, je suis juste en train de créer un emplacement mémoire pour la variable P. Et nouveau P, étant donné que P est de type liste, c'est en train de créer un emplacement mémoire dans lequel j'ai une information et j'ai un suivant. Et maintenant, pour assigner les valeurs à l'info, vous allez faire P chapeau.info, vous assignez la valeur. Et pour assigner la valeur à suivant, vous faites P chapeau.suivant, vous assignez la valeur. Nil, c'est lorsque le suivant ne pointe sur rien, on a nil. Si le suivant pointe sur une nouvelle cellule, vous allez le faire pointer vers le nom de cette cellule-là. Donc, comme je disais, la liste, on ne va pas trop s'attarder dessus parce que c'est pas quelque chose que nous allons utiliser plus tard dans d'autres programmations. Après les listes, nous avons des structures de données qu'on appelle les piles. Alors, une pile, ça fonctionne comment? C'est comme lorsque vous rangez des assiettes, vous posez assiette sur assiette, assiette sur assiette, ça forme une pile. Alors, la première assiette qui est arrivée au départ va se retrouver au bas de la pile. Et l'assiette qui est arrivée en dernier va se retrouver au sommet. Ça, ce sont des structures qui sont vraiment beaucoup utilisées en algorithmique, mais dans différents programmes, dans les ordinateurs, mais nous n'avons pas également passé notre temps dessus parce que c'est vraiment complexe. Et la dernière structure que je voulais parler ici, ce sont les fils. Alors, les fils, c'est comme les files d'attente que vous connaissez.
le premier arrivé, le premier servi. Ça, c'est vraiment une structure différente des piles où le premier arrivé se trouvait vraiment en bas. On empilait, on empilait. Par contre, la file, lorsque vous arrivez dans un fil, ça suit vraiment l'ordre d'arrivée. Le premier arrivé dans une file sera le premier qui va sortir de la file. Après les structures, nous avons maintenant les structures de données. Nous avons vu toutes les différentes manières que nous pouvons utiliser pour stocker l'information. Nous avons vu les variables, nous avons vu les tableaux, nous avons vu les listes, nous avons vu les piles et les fils. Ensuite, maintenant, nous avons les structures de contrôle. La première structure de contrôle que je voulais vous parler ici, c'est le si, alors, sinon. Alors, le si, alors, sinon, nous permet de faire des opérations de comparaison. À chaque fois que vous aurez besoin de comparer des éléments dans un algorithme, vous devez utiliser cette structure-là. Si, condition, alors, vous faites un bloc d'instructions. Nous avons vu les instructions. Ça peut être la lecture, ça peut être l'affectation, ça peut être une opération arithmétique. Donc, on a un bloc d'instructions ici. Et ensuite, nous avons fait un si pour marquer la fin de cette structure de contrôle. Donc, voilà tout ce qui est en noir. Ce sont des éléments clés que nous aurons toujours. Le si, condition, alors et le fin si. Il faut savoir que la condition ici, elle retourne toujours un booléen. Donc, ça sera forcément une comparaison que nous aurons à faire ici là pour avoir un booléen. Comme exemple, si je vous demande d'écrire un algorithme qui va regarder si une variable est supérieure à 2 et va faire l'incrémentation de cette variable-là. Alors, je vais déclarer une variable x qui est de type entier. Et à x, je vais associer la valeur 33. Maintenant, je vais faire si x est supérieur ou égal à 20, alors j'incrémente la valeur de cette variable. Si. Alors là, voilà un petit algorithme que je viens d'écrire qui déclare un entier qui a une valeur 3 et je teste si x est supérieur à 20, alors j'incrémente la valeur de ma variable. Aussi simple que ça. Donc, c'est ce à quoi est utilisé le si. Maintenant, nous avons une autre structure de la structure de contrôle si. Alors, c'est celle dans laquelle on a une autre action à faire dans le cas contraire où la condition ici n'est pas remplie. Alors, si ma condition n'est pas remplie, qu'est-ce que je fais dans ce cas-ci? Je ne fais rien. Alors, il pourrait arriver que vous devez faire une autre action dans le cas contraire. Donc, je reprends mon algorithme. Écrivez un algorithme qui vérifie si un nombre est supérieur à 20, incrémente sa valeur. Dans le cas contraire, décrémente sa valeur. Pour faire cela, je fais si x est supérieur ou égal à 20, alors je vais incrémenter sa valeur. Dans le cas contraire, sinon, je vais décrémenter sa valeur. Ainsi. Aussi simplement que ça, là, c'est une autre forme de notre structure si alors, où je peux avoir un si, un sinon. Maintenant, ça peut aller vraiment un peu plus en profondeur encore, c'est-à-dire que je peux avoir plusieurs conditions qui sont impliquées, c'est-à-dire je vous demande, je peux vous dire si la valeur est supérieure ou égale à 20, alors faites ceci. Sinon, si c'est compris entre telle et telle valeur, alors faites autre action. Donc, en ce moment, on aura plusieurs conditions. Ici, on avait une condition et son contraire. Donc, dans ce cas, j'aurais par exemple si x est inférieur à 2 et x supérieur à 10. Alors, là, je suis en train de dire que si x est compris entre 2, si x est inférieur à 2 et x est supérieur à 10. Alors, je suis en train de dire ici là que si x respecte ces conditions-ci là,
alors je peux faire une action, n'importe quelle action, disons à x, on va faire x fois 10, on multiplie la valeur de x par 10. Sinon, si là j'ai une deuxième condition qui vient se rajouter en ce moment-là. Sinon, si x est négatif, sinon si x est négatif, alors j'exécute une autre action. Par exemple, je peux faire une opération de lecture, je peux faire n'importe quoi. Sinon encore, je peux encore faire un autre sinon. C'est-à-dire que si cette condition-ci n'est pas respectée, là, je peux faire un autre sinon. Si encore, je peux vraiment aller plus en profondeur, comme je peux une fois fini ici. Sinon, je peux écrire terminé. Je peux écrire terminé ici. Virgule et fin si. Donc, voilà autant de manières d'utiliser cette boucle. Ça va vraiment dépendre de ce que votre algorithme est en train de faire. Vous aurez probablement besoin d'imbriquer les si, les sinon en fonction de ce qu'on vous demande de faire. Donc, ça, c'était pour la structure de contrôle si, sinon. Ensuite, nous avons la structure des boucles, les structures de contrôle pour itérer. La boucle, nous allons commencer par la boucle pour. Les boucles permettent en fait de répéter une action jusqu'à ce qu'on atteigne une certaine condition soit respectée. Alors, pour la boucle pour, nous allons boucler et nous connaissons à peu près quand est-ce que nous pouvons sortir de notre boucle. Avec la boucle pour, nous avons un maximal qui nous permet de sortir de cette boucle-là. Donc, la définition de la boucle pour, c'est quoi? C'est pour suivi d'un compteur. Le compteur, c'est une variable en fait. Vous pouvez la nommer comme vous voulez. Ça suit la même règle que le nommage d'une variable. Ça peut être J, ça peut être K, ça peut être n'importe quoi. Donc, vous avez un compteur et ce compteur-là vous permet uniquement de compter le nombre de boucles que vous êtes en train de faire, bien à quel niveau vous êtes rendu dans votre itération. Alors, ce compteur va prendre une valeur minimale pour commencer à boucler. Et une fois qu'elle va atteindre la valeur maximale, ça sera l'indication pour pouvoir arrêter de boucler et sortir de la boucle. Donc, c'est ainsi que marche donc la boucle pour. On a une valeur minimale et on a une valeur maximale qui nous indique la sortie de notre boucle, c'est-à-dire la fin de l'itération. Par exemple, on va très vite prendre un exemple de boucle pour I. I ici, c'est mon compteur allant de 1, c'est ma valeur minimale. Ça veut dire que I commence avec 1. Pour I allant de 1 à 10, faire écrire I. I, fin pour. Alors, qu'est-ce que cet algorithme fait? Ça, c'est dans cette structure de contrôle, je suis en train de vouloir boucler 10 fois. Au départ, mon compteur I va prendre la valeur 1. On va entrer dans la boucle, on va afficher écrit I. J'affiche la valeur de la variable I qui est 1. Donc, j'affiche 1. Et je reviens là. Il faut savoir que la boucle I incrémente le compteur automatiquement de la valeur 1. Ce n'est pas vous qui faites ça, c'est automatique. Donc, quand je reviens là, I s'incrémente automatiquement. Il va prendre la valeur 2. Il va prendre la valeur 2. Est-ce que I, et on va regarder, est-ce que I a atteint la valeur maximale 10? Non. On continue donc.
on entre dans notre boucle et on exécute écrit I, qui est 2. On va afficher 2. Je continue, je reviens ici au niveau de pour et mon IA va prendre la valeur 3. D'accord? Ça s'incrémente automatiquement. Est-ce que I a atteint la valeur 10? Non, ça n'a pas atteint la valeur 10. Je vais écrire 3. Donc, je vais boucler, 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 boucler jusqu'au jour où I va atteindre la valeur 10. Quand j'arrive ici, là, I allant de 1 à 10, est-ce que I a... bon, il faut savoir que la condition de sortie ici, là, c'est lorsque I, la valeur de I sera supérieure à 10. C'est lorsque I sera supérieur à 10. Ce n'est pas lorsque I est égal à 10. Est-ce que I est supérieur à 10? Non. Je vais écrire, ça va afficher 10. Je reviens, je remonte, I a la valeur 11. Est-ce que on a atteint notre maximal? Oui, on a atteint notre maximal. On va sortir de notre boucle et passer à l'instruction suivante ici, à la ligne 6. Donc, c'est un peu comme ça que marche la boucle pour... Normalement, dans certains programmes, il y a ce qu'on appelle par ici, là, qui peut être la valeur de l'incrément. Par défaut, comme je ne mets pas par défaut, la valeur de l'incrément de notre compteur ici, c'est 1. Maintenant, si j'avais mis 2, par exemple, si j'avais mis pas 2, ça c'est une autre syntaxe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre compteur ici, qui commence avec la valeur 1, va s'incrémenter de 2 en 2, 2 en 2. C'est-à-dire quoi? Premièrement, au départ, I aura 1. Est-ce que I a une valeur supérieure à 10? Non. Je vais afficher 1. I va, quand je reviens ici, I va prendre la valeur, aura pris la valeur 3. Parce que au lieu que I s'incrémente de plus 1, ça va s'incrémenter de plus 2. Donc, I aura la valeur 3. Est-ce que 3 est supérieur à 10? Non. Je vais écrire 3. Donc, vous voyez que on peut spécifier le pas, mais le plus souvent, par défaut, on ne le spécifie pas et il s'incrémente automatiquement. Est-ce que vous avez une question par rapport à la boucle pour? Non. Donc, on continue. Ça, c'était la boucle pour. Après la boucle pour, une autre structure pour boucler, c'est la boucle tant que. Contrairement à la boucle pour où on connaissait le maximal qui va nous faire sortir, la boucle tant que on ne connaît pas automatiquement le maximal. La même structure que j'ai utilisée ici, là, c'est le même algorithme-ci, je peux écrire ça avec la boucle tant que. Mais en ce moment, avec la boucle tant que, si je veux le faire, le compteur, c'est moi qui dois incrémenter le compteur. Par exemple, il faut premièrement que mon compteur reçoive une valeur par défaut, soit 1, soit 0. Ensuite, je dois faire tant que I est inférieur, tant que I est inférieur ou égal à 10, faire écrire I, point virgule, fin, tant que. Alors, cet algorithme fait la même chose que celui. Oh, ici, là, je dois incrémenter mon compteur. I reçoit I plus 1. Alors, cet algorithme-ci fait la même chose que celui-ci. La différence ici, c'est que mon compteur n'est pas géré automatiquement. C'est moi qui dois faire les instructions pour initialiser mon compteur comme c'était initialisé ici. Écrire ma condition. Ici, là, c'était automatique que la condition, c'est qu'il doit être inférieur ou égal à 10 pour que je continue de boucler. Mais ici, là, moi, je dois préciser ma condition. Et ensuite, ici, mon compteur, je dois l'incrémenter. Alors qu'ici, ça s'incrémentait automatiquement. Donc, ça, c'est la différence qui existe déjà entre les deux bouts. La deuxième différence, c'est quoi? La deuxième différence, c'est que, bon, je voulais revenir ici. Ici, là, n'oubliez pas d'incrémenter I. Parce que si vous oubliez d'incrémenter I ici, par exemple,
Je vais entrer ici I égale à 1. Tant que I est inférieur ou égal à 10, j'écris I. Et quand je reviens, I n'a pas changé de valeur. D'accord? I n'aura pas changé de valeur. Donc, I va encore rester là à 1. Et ça sera toujours à 1. Et la boucle sera infinie. Ça, c'est le piège qui peut exister dans les boucles donc vous devez contrôler votre compteur. Si vous ne contrôlez pas, vous ne maîtrisez pas votre compteur, vous risquez de créer une boucle infinie. Et une boucle infinie, ça fait quoi? Ça fait planter la machine. Parce que vous allez faire tourner le processeur de votre machine avec une instruction comme ça là. Donc, n'oubliez pas le compteur. Donc, ça, c'est l'une des choses que je voulais préciser. Donc, la différence encore avec la boucle pour, c'est que avec le temps qu'on peut utiliser la condition de sortie, ça peut être n'importe quoi. Parce qu'ici, la condition de sortie, il nous fallait une valeur maximale. Mais avec le temps que je peux faire une condition de sortie, tant que X, par exemple, est différent de 10, je peux utiliser des conditions comme ça là. Ce que la boucle pour ne me permet pas. Donc, c'est à vous de savoir si on vous donne un algorithme décrit et que là-dedans, vous voyez qu'on doit utiliser une structure de contrôle pour boucler. Vous devez savoir quelle est la structure de contrôle qui convient le mieux. Est-ce que c'est la boucle pour, est-ce que c'est la boucle tant que. Donc, X, par exemple, ici, si X est différent de, tant que X est différent de 10, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire X, au départ, X ici, là, à la valeur, disons, 0. X va recevoir X plus 1, fin tant que. Donc, il y a ça que je peux également faire. Donc, au départ, X vaut 0. X est différent. J'entre dans ma boucle. J'incrémente X. X passe à 1. Je reviens au niveau de temps que est-ce que 1 est différent de 10? Oui, 1 est différent de 10. J'entre dans ma boucle. X reçoit la valeur de ainsi de suite. Donc, je vais sortir de ma boucle le jour X. Qu'est-ce que je fais là? Le jour où X ne sera pas différent. Le jour où X ne sera pas différent de 10, là, je vais sortir de ma boucle. Donc, voilà en ce qui concerne la boucle tant que. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc, on va continuer avec la boucle, la dernière boucle, la boucle répétée jusqu'à. Alors, la boucle répétée jusqu'à rentre dans la même continuité que les deux autres boucles ici. La boucle pour ou la boucle tant que. Ça fait toujours des itérations, répéter des instructions. Mais la différence avec la boucle répétée, c'est que la boucle répétée fait d'abord l'action. Répéter, par exemple, X reçoit X plus 1. Au départ, X ici, là, reçoit 1. Répéter, X reçoit X plus 1 jusqu'à ce que X soit différent de 10. Donc, ici, vous voyez que ici, je fais d'abord l'action avant de venir tester la condition ici. Donc, je suis en train de dire, répète cette instruction-ci jusqu'à ce que X soit différent de 10. C'est presque la même chose avec la boucle tant que, sauf que les trucs sont inversés. Ici, avec tant que je testais d'abord ma condition avant de faire cette instruction d'incrémentation, alors qu'avec la boucle répétée, je faisais d'abord mon instruction avant de tester ma condition. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions pour ces boucles-là. Notre programme était jusqu'à 2 heures. Je pense qu'on est en train d'atteindre les 2 heures. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Sinon, je pense qu'on va continuer le cours. On va continuer le cours pour samedi.
pour terminer le programme sur l'algorithme. Donc, est-ce que vous avez donc des questions par rapport à ce qu'on a eu à partager? Non, pas de questions. Tout est compréhensible. J'ai une question. Oui, Hervé. J'ai pas bien compris la différence entre une liste et tableau, surtout entre tableau unidimensionnel et une liste. Entre les tableaux unidimensionnels et multidimensionnels. Et une liste particulièrement. Une liste. Ah, j'ai dit que je suis passée. C'est quoi la principale différence? Les listes, je suis passée très rapidement dessus parce que je ne voulais vraiment pas m'attarder dessus. Bon, comme j'ai fait le dessin là, un tableau, c'est quoi? Un tableau, au départ, quand tu déclares un tableau, tu connais la taille de ton tableau. D'accord? Par exemple, je vais déclarer un tableau de taille 3. Qu'est-ce que quand tu fais var, quand tu fais une déclaration comme ça, quand tu fais une déclaration comme ça, var tableau 3 d'entier. Qu'est-ce que cela implique? Là, tu es en train de dire à l'ordinateur, déclare-moi un emplacement mémoire qui va prendre trois cellules entières d'entier. Donc, dans la mémoire, donc, on va créer dans cette cellule-là 3 cellules d'entier comme ça là. Donc, si après même là, et tu vas ensuite stocker tes valeurs. Par exemple, tu peux stocker juste les valeurs dans deux des cellules et tu n'utilises pas les 3 cellules. Ce qui se passe, c'est que tu as déclaré un emplacement de mémoire de 3 cellules. Tu te retrouves juste en train d'utiliser 2 cellules. Donc, il y a une cellule, il y a un emplacement vide là que tu n'es pas en train d'utiliser. Ça fait un emplacement perdu dans la mémoire. Tu comprends? Ça fait un emplacement perdu, un espace inutilisé dans la mémoire. C'est la raison pour laquelle les gens ont pensé à créer des listes. Pourquoi les listes? Okay. Pourquoi les listes? Parce que la liste, elle est dynamique. Tu crées juste un emplacement quand tu as besoin. Okay. Donc, avec une liste, qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai besoin de stocker une valeur, qu'est-ce que je fais? Je fais nouveau, je fais P. P est une liste. Excusez-moi, je vais déclarer une variable var P, c'est une liste. On met chapeau comme ça là pour dire, étant donné que les listes, ce sont beaucoup plus des adresses, on met chapeau comme ça pour dire que c'est une adresse. Donc, P, voilà mon P, n'est-ce pas? Ensuite, je fais, si je veux maintenant créer une cellule, je fais nouveau P. Quand je fais nouveau P, là, qu'est-ce que l'ordinateur fait? L'ordinateur vient, il crée une cellule. Et pour le moment, comme c'est vide, ça va mettre la valeur nulle dedans. Donc, ça va faire ceci. Donc, d'autres personnes représentent ça comment? D'autres personnes représentent ça comme ça. Et on met nil. On met nil dedans. Pour dire que pour le moment, c'est vide. Donc, voici ce que nouveau P fait. D'accord? Maintenant, une liste contient la valeur et le pointeur. Maintenant, je vais faire P. Information. Je mets mon information 20. Quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Je vais effacer ça. Je vais venir mettre donc au niveau de info, je vais mettre ma valeur, je vais mettre 20. Et maintenant, au niveau, je dois ensuite faire P, chapeau suivant, reçoit nil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le suivant de cette cellule-là est nul. Donc, je divise ma cellule, je mets au niveau du suivant, je mets nul. D'accord? Là, tu vois qu'avec ma liste, je viens de créer juste une cellule qui contient 20. Et ça, c'est P. Hein? Ça, c'est P. Donc, P pointe comme ça sur cette cellule-ci. Oui.
Oui. Ça, c'est P. Ici, là, c'est table. Ici, là, c'était table. Ici, c'était table. Non, c'est un peu difficile d'écrire avec ça. Bon, voilà table, voilà P. Donc, maintenant, si après tu as besoin de stocker une autre information dans P, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un nouveau, je vais créer une autre variable ici. Je peux faire virgule comme ça là, un P1. Je crée une autre variable de type liste, d'accord? Là, maintenant, cette variable-ci va me permettre juste de créer de nouveaux éléments et de raccorder ça à P. Donc, je vais encore venir, je vais faire nouveau P1, chapeau, info, va contenir ma nouvelle valeur. P1, chapeau, suivant, va contenir, le suivant va contenir nil. Ensuite, maintenant, ça, c'est une nouvelle variable. Ça, c'est une nouvelle cellule que je viens de créer là qui s'appelle P1. C'est-à-dire que ici, j'ai fait la même chose. J'ai fait la même chose. J'ai créé un P1. J'ai créé un P1. Il y a la valeur et le suivant est nul. Maintenant, ma liste même, c'est P. D'accord. Ici, là, j'ai mis quelle valeur encore? J'ai mis la valeur 3. Ici, c'est la valeur 3. Maintenant, comment est-ce que la liste s'associe? Comment la liste s'écrit? Ici, au départ, mon P suivant là était nul, n'est-ce pas? Ce qui va arriver, c'est qu'on va faire mon P chapeau suivant va recevoir P, va pointer sur le P1-ci, va recevoir P1. Donc, mon P point suivant, là, va pointer sur P. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici, j'enlève le nul là. Avant, c'était, je suis en train de, quand je fais ceci, je suis en train d'écraser la valeur du suivant. Avant, c'était quoi? C'était nul. Mon P suivant était nul. Maintenant, mon P suivant est nul. Quand je fais ceci, j'écrase sa valeur. Mon nouveau P suivant, c'est P1. Donc, P suivant est maintenant P1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu vois que P1 pointe ici, non? Ça veut dire ça là, voici mon P suivant. Si ça là va pointer comme ça sur P1. Tu vois? Là, maintenant, j'ai ma liste P qui contient 20. Ensuite, le suivant, c'est qui contient sur cette nouvelle cellule-ci. Et voilà, on va continuer ainsi de suite. Si j'ai encore besoin d'une nouvelle cellule, je vais faire nouveau P1. D'accord? Je fais encore la création d'une nouvelle cellule. Donc, je vais très vite copier ceci. Je fais la création d'une nouvelle cellule dans laquelle je vais stocker encore des données. Disons moins 2. Je vais stocker moins 2. Et le suivant, le P1 suivant est nul. Ça veut dire quoi? Je reviens ici. Je crée encore un... Quand je fais P1, cette assignation, c'est la nouveau P1. Ça fait disparaître ça. Tu vois? Okay. Le P1, cela n'existe plus. Donc, voici un nouveau P1 que je suis en train de créer. Voici un nouveau P1. Et dans lequel j'ai mis comme valeur moins. J'ai mis moins 2. Et le suivant est nul. Et maintenant, mon P, ma liste que je suis en train de former là. Voici mon P ici. Mon nouveau P suivant, P point suivant, c'est lui ici. Lui, je vais le faire pointer ici. Je vais le faire pointer sur mon nouveau P. Et voilà ma liste chaînée que je suis en train de créer. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Je vois un peu, ouais. En tout cas, si je comprends le principal avantage, c'est que c'est dynamique quoi, comparativement au tableau qui est fixe dont les dimensions sont fixées. Exactement. Oui, c'est ça la différence. Donc, c'est dynamique et l'objectif de ça, en fait, quand on a créé les listes chaînées, c'était vraiment pour résoudre le problème des tableaux. Parce que les tableaux, on s'est rendu compte
parce que là, je déclare un tableau de 3 valeurs, mais quand vous allez déclarer les tableaux, là, ce sont les tableaux de 20 valeurs, parce qu'on stocke beaucoup de données là-dedans, de 20 valeurs. Mais après, il y a beaucoup d'espace que vous n'utilisez pas dans ces tableaux-là. C'est la raison pour laquelle on a fait les listes. Maintenant, la manipulation des listes, c'est pas vraiment compliqué, hein. C'est juste que je ne veux pas vous compliquer la tâche avec ça. Ça se passe exactement comme je viens de faire là. Vous aurez besoin d'une cellule P1 qui va vous permettre à chaque fois de créer une cellule indépendante à chaque fois que vous aurez besoin de créer une nouvelle cellule. Et votre liste de départ qui est P va à chaque fois pointer sur cette nouvelle cellule-là. Donc, le suivant va à chaque fois pointer, et ainsi vous aurez votre liste. C'est à peu près ça le principe des listes. L'autre aspect, c'est j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de français dans la syntaxe que tu utilises là. C'est déjà propre, c'est juste comme un langage d'algorithme là en ce moment, ou bien c'est juste que tu commences à nous habituer à un langage de programmation, Oui. à la syntaxe d'un langage de programmation qu'on va utiliser plus tard. Oui, c'est sûr que c'est déjà le langage naturel, ça se rapproche. C'est pas pour rien quand même que, comme tu vois, je vous donne les syntaxes comme ça se rapproche déjà quand même d'un langage de programmation, tu vois. Mais tu vas voir des gens même qui vont faire l'algorithmique, qui vont utiliser d'autres thèmes. Par exemple, moi, pour la lecture, j'ai dit qu'on utilise lire. Une autre personne va dire utiliser plutôt lecture, tu vois. Et pour l'écriture, j'ai mis écrit. Une autre personne va dire que non, bon, pour le langage algorithmique que lui utilise, il va plutôt dire affiche ou bien afficher. Tu vois un peu. Oui, ce sont des... Je demandais surtout si dans le cas où tu donnes un exercice que quelqu'un qui se rapproche. Oui. Bon, si quelqu'un utilise une syntaxe qui se rapproche, moi je comprends. Même comme par exemple les exercices que j'ai donnés sur Classroom, il y a des gens qui n'ont pas forcément respecté la syntaxe que moi j'ai donnée, mais ça passe. Parce que là, c'est un langage qu'on comprend. Donc, si tu mets affiche et tout, moi, je comprends que tu es en train de faire l'écriture, tu vois. Oui. Donc, oui. Ça reste du langage naturel, donc on se comprend là-dessus. Ok. Oui, et ça se rapproche vraiment de ce qu'on va voir dans les langages de programmation. C'est sûr qu'il y a des langages de programmation qui sont vraiment un peu complexes, mais avec Oracle, c'est vraiment simple. C'est vraiment simple. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions à part les questions d'Hervé sur... On va s'arrêter là. Le cours suivant, on va parler des procédures, des fonctions, le passage des paramètres, des valeurs dans des fonctions et tout ça. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter ici. S'il y a d'autres questions, je pourrais les prendre. Ok, pas de questions. Alors, ce qu'on va faire pour samedi, je vais vous laisser ici. Je vais afficher les trucs plus tard. Je vais vous laisser ici. Pour ceux qui sont là, vous allez choisir des chiffres entre 1 et 13. Vous allez choisir des chiffres entre 1 et 13 et chaque chiffre représente en fait un algorithme que vous allez écrire. Vous allez travailler dessus et durant toute la semaine et chacun va présenter le résultat de son algorithme dimanche au-delà du coup, le dernier cours d'algorithme qu'on va faire dimanche. Alors, je vous laisse comme ça choisir un nombre entre 1 et 10. Pour ceux qui ne sont pas là, je pense que je vais partager ça avec eux également dans le groupe sur WhatsApp. Donc, Ebanga ne s'est pas présenté. Je pense qu'il est arrivé en retard. Salut Ebanga.
Ouais, bonjour. Bonjour. Oui, je suis arrivé en retard. Ok. Est-ce que tu Mais peux un peu quand même. te présenter? Oui, je suis Monsieur Banga, comme vous l'avez bien dit. Alors, vous m'écoutez? Oui, oui, on t'écoute, on t'écoute. Oui, je suis Monsieur Banga. Je vis à Douala. Je suis un de vos élèves, en quelque sorte. Ok. Est-ce que vous avez déjà eu à programmer? Qu'est-ce que vous faites en ce moment dans la vie? Pour le moment, je suis un fonctionnaire. Ok. Et je suis technicien en maintenance de système informatique. Ok. La programmation, c'est un domaine qui me plaît tellement. C'est vrai que en Excel, j'ai fait un peu, je suis spécialiste Microsoft Excel. Ok, ben, je pense qu'avec ces cours-ci, tu pourras programmer, peu importe le langage, si tu maîtrises déjà l'algorithmique, tu pourras faire n'importe quelle programmation dans d'autres langages. Oui. Parce que ce qu'on voit en algorithmique, c'est juste les bases, mais une fois que tu connais les bases, les structures et tout ça, tu peux facilement juste apprendre un langage et traduire cela dans ce langage-là. Ok, merci encore d'être là. Et Michel, Bonjour. bonjour. Je suis nouveau sur la plateforme. C'est mon début aujourd'hui. Ok. Ok, donc, vous allez choisir entre 1 et 13. Je vais afficher quel algorithme correspond à quel nombre et vous allez pouvoir écrire ces algorithmes-là durant toute la semaine et présenter ça en live dimanche. Donc, je vous laisse faire le choix. Le choix se fait où, ici ou bien? Bon, on va faire, comment est-ce qu'on va faire sur, sur WhatsApp? Chacun va donner son nombre. S'il y a un nombre qui a été pris, vous devez prendre un autre nombre. Et ensuite, et je vais partager le PDF qui montre pour chaque algorithme quel nombre correspond à quel algorithme. D'accord. D'accord. Ok, bon, on va pas prendre plus de temps que ça. Merci encore à tous d'avoir participé. C'est sûr que la première session n'a pas été très bien programmée. J'espère que les prochaines seront un peu plus bien présentées. Oui. S'il vous plaît, j'avais une question. Ah oui. Oui, bon, par rapport aux cours, on va toujours faire les cours en live ou les cours présentiels. Bon, en présence, je ne sais pas. C'est comme vous n'êtes pas au pays. Normalement, c'est sur Teams. Parce que vu que moi, je ne suis pas au pays, je fais la présentation sur Teams et c'est à peu près comme si c'était en live, je pense. Ah, ok, d'accord. Parce que moi, je ne suis pas à Douala, je comptais voyager, mais c'est bon, ça va, je ne vais pas voyager. Ah non, si je ne suis pas à Douala, je serai juste au bureau comme Michael est au bureau là et Juvenal. Ok, d'accord. Ok. Donc vous me laissez les numéros, que vous aurez choisis sur WhatsApp, chacun son numéro. Et ensuite, je vais mettre les différents algorithmes et vous allez commencer à travailler dessus et faire la présentation dimanche. Et on va se retrouver samedi pour terminer le cours sur l'algorithmique. D'accord. D'accord? D'accord. Ok, donc portez-vous bien et on se reparle. D'accord, merci. D'accord, merci à tous. Tiens.
Hmm. J'essaie de voir comment. Quand un autre enregistrement, tu as dans l'extrêmement